Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation. On interroge aussi cette nouvelle société du numérique. Et là, c'est le moment de parler du sens de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec Laurence de Villers, professeure en IA au CNRS. Bonjour Laurence de Villers, merci beaucoup. Bonjour Delphine. De nous retrouver régulièrement sur le plateau de Smart Tech. Aujourd'hui, moi, je voulais vous entendre avoir votre point de vue sur ce qui fait l'actualité en ce moment dans le domaine de l'IA. C'est cet ingénieur américain chez Google qui s'est inquiété, s'est effrayé presque de trouver des signes de début de conscience chez une intelligence artificielle qu'il était censé surveiller, voir si elle ne développait pas des biais spécifiques. Cette IA, elle s'appelle la MDA, si je le dis en français. Elle a pour objectif, elle a pour objectif de travailler sur le langage, de permettre à des chatbots de converser de manière intelligente et confortable avec les humains. Mais là, visiblement, l'expérience est allée un peu trop loin. Alors, quel est votre regard sur cette actualité ? Alors, tout d'abord, il faut un peu expliquer ce que c'est que Lambda. Donc, c'est une modélisation du langage où, en fait, la machine est nourrie de conversations des humains. Donc, elle apprend, en fait, à prédire une réponse à la question que vous allez poser à partir de milliards de données, d'énormément de corpus de conversations. Et donc, elle peut tomber très juste et même vous surprendre. Donc ça, c'est de facto par le biais statistique qui est celui d'avoir appris en fait l'ordre des phrases dans tous les sens et sur des milliards de données, dans beaucoup de contextes, donc vous imaginez bien. Et donc c'est cela qui donne à la machine cette puissance en fait de possible. Et là, on est face à un modèle de langage qui est aujourd'hui le plus avancé au monde, a priori. Avancé au monde. Alors attendez. Entraîné. Ah, attendez. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'algorithme et puis la taille des données qui sont utilisées pour l'entraîner. Et l'optimisation de cet algorithme. Donc on dirait qu'il y a trois grandes dimensions. Alors certes, on utilise dans ces lambda et ce qu'on appelle les transformers, qui sont les derniers systèmes d'apprentissage machine profond qui sont connus depuis 2017. Ces nouveaux systèmes, on les voit arriver depuis 2020-2021. Vous voyez, c'est très récent. Et Lambda a ceci de particulier qu'ils ont fait un travail non pas de génération, parce que c'était avant tout pour la traduction que c'était utilisé et la génération de texte. Donc, c'était pas sur de la conversation. Ce qu'ils ont fait avant tout Google, et l'étape est de taille, c'est de travailler sur les conversations. Alors, Microsoft avait aussi, en fait, cet objectif. Donc, il y a deux utilisations de cela. Soit on fait cette énorme machine qui vous parle comme un inhumain, parce que c'est tellement d'humains en même temps dont on a utilisé la conversation que ça n'a plus aucun sens. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de famille, il n'a rien, ce truc. Il est juste plein de traces de conversation. Okay ? Donc, c'est quasiment inhumain. Et l'autre utilisation, c'est de personnaliser la machine. Donc là, on va dire, je vais représenter quelqu'un. Donc je prends toutes les données de Delphine, par exemple, et je fais parler une machine avec toutes ces données-là, donc toutes les conversations que vous pouvez avoir avec tous les interviews que vous menez qui sont enregistrées, et puis on va simuler Delphine grâce à une machine. Alors peut-être que la machine sera meilleure que vous dans certaines situations purement statistiquement, peut-être que dans d'autres cas, elle n'aura absolument pas l'intuition de ce qu'il faut dire à ce moment-là, parce qu'elle n'est pas du tout humaine, qu'elle n'a pas cette appétence, ces habitudes, cette façon de vivre entre nous. Donc elle est capable d'enchaîner les sujets un peu bizarrement pour un humain. Et donc c'est ça ces machines. Et donc cette faculté d'imiter extrêmement bien, peut-être d'ailleurs mieux que certains humains. Le fait justement qu'elle puisse être personnalisée, ça donne des attributs. C'est exactement ça. C'est cette anthropomorphisation, qui est cette projection de capacité sur les machines, parce qu'elles utilisent notre langage, qui fait qu'on va leur prêter des sentiments, leur prêter une conscience, leur prêter une intériorité. Et quand je parlais de cette deuxième façon de faire personnification, c'est soit avec des données de quelqu'un de vivant, de quelqu'un d'imaginaire et de quelqu'un de décédé. Et on voit des premières applications comme ça. Et donc, il faut quand même se dire la chose suivante, c'est puisque ces machines sont des sortes de puzzles, de Lego, qui sont capables de générer des phrases qu'elles n'ont jamais vues dans le corpus, par combinaison de mots et de morceaux de phrases, eh bien, elles peuvent parler à la place de quelqu'un et il n'aura jamais tenu ses propos. Donc, c'est de l'usurpation d'identité, simple,
pour quelqu'un de vivant ou quelqu'un de décédé. Alors, il y a quand même un point intéressant qui est soulevé dans cette affaire, c'est que finalement, l'ingénieur en question, qui semble s'être attaché presque à son modèle de langage qu'il entraînait, il réclame des droits pour cette IA. Il réclame notamment l'idée qu'on lui demande l'autorisation avant de lancer des expérimentations sur elle. Écoutez, on est sur une espèce d'affabulation dont j'ai peine à croire, n'est-ce pas? Donc, soit effectivement ce jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui a été prêtre, je crois, avant, être quelqu'un d'assez particulier, qui a développé une relation particulière. Et dans ce cas-là, je dirais que Google ne travaille pas bien. Parce qu'on doit travailler en équipe, on doit former les gens sur l'éthique, notamment lorsqu'on travaille avec des objets comme cela. On a vu récemment d'ailleurs que Google avait justement renvoyé Timmy Gebruth et d'autres chercheurs d'IA éthiques chez Google. Et donc, c'est pas très sain. Donc ça, c'est très dérangeant. C'est-à-dire que c'est la dérive qu'on voit là, soit ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas vu, et donc ils ne forment pas leurs ingénieurs en interne, soit c'est du buzz et du marketing pour la marque, parce que même quand on parle assez mal de quelque chose, on en parle quand même, et cela sert la marque. Alors d'autre part, ce que je voudrais rajouter, c'est que là, on parlait du niveau sensible et de conscience, et c'est pour ça qu'il voulait avoir le consentement de la machine. Lorsque j'ai parlé la dernière fois avec Yann Lequin, et puis avec Blaise Ikera-Arcas, qui est donc vice-président Google, et donc Yann Lequin qui travaille sur l'IA, l'intelligence artificielle au niveau mondial, qui est prix Turing, chacun des deux m'a dit que la machine allait se transformer comme cela. Il va y avoir une émergence. Pour l'un, on est sur une rupture en fait technologique et on va arriver à autre chose. Et je lui dis attention, là c'est une métaphore que vous êtes en train de faire évidemment. Et elle me dit pas forcément. Et Yann Lequin dit la même chose. Pas forcément avec les mêmes. Comment vous l'interprétez? Je l'interprète par. C'est un rêve, un fantasme. Plusieurs idées, alors comme Elon Musk, que l'on voit un peu dans une espèce de science-fiction technologique, qui a un peu dérapé de la vie réelle et normale. J'ai l'impression que nos grands acteurs en intelligence artificielle ont cette tendance aussi, et je pense que ce n'est pas souhaitable pour le bien-être de la société et des citoyens qu'ils aient cette posture. Merci beaucoup Laurence de Villers. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de travailler sur l'éthique quand on touche à ces sujets. Laurence de Villers, professeure en IA au CNRS. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On a couru après le temps parce qu'on avait énormément de sujets passionnants. Je vous dis à demain. Je vous retrouve pour la grande interview demain. Excellent.